Chers amis résistants, bonjour. En ce 14 février, parlons d'amour. L'amour de la nature, l'amour de l'arbre, l'animal et l'homme. La nature et la culture. Les hommes, par orgueil sans doute, ont voulu opposer l'un à l'autre. Il y a d'un côté l'état de nature, qui, pour certains philosophes, serait mauvais, parce que la nature n'est que cruelle, n'est que violence, n'est qu'hostilité, et ceux qui prônent l'amour de la nature, la défense de la nature, ne seraient que des darwinistes de droite, pétris d'esprit de compétition, de concurrence, d'écrasement des plus faibles par les plus forts. Vous vous doutez bien que je récuse totalement cette façon de voir les choses. Nature et culture ne font qu'un. Pourquoi ? Parce que ce qu'on appelle la culture, que ce soit l'art, que ce soit les découvertes scientifiques, ce sont les produits d'un être biologique. L'homme est un animal, après tout. Enfin, du moins, pour ne vexer personne, disons un être biologique. Étant un être biologique, ce qu'il conçoit, ce qu'il fait, ce qu'il construit, ce qu'il imagine, ce qu'il conceptualise, c'est à partir de la matière et de la nature qu'il le fait. Et après tout, est-ce que l'œuvre de l'homme n'est pas aussi naturelle que l'alvéole de l'abeille, que le nid de l'oiseau ? La culture, pour moi, c'est la nature propre de l'homme. Et on n'oppose pas l'un à l'autre. Rassurez-vous, je ne vais pas rester dans le ciel des idées entre Kant et Jérémie Bentham. Je préfère Jérémie Bentham, je préfère les faits à les idées abstraites. Donc rassurez-vous, on va être très concret. Je vais vous parler de protection de la nature aujourd'hui et je vais vous parler de ce qu'ils appellent le transhumanisme pour vous démontrer qu'il ne faut pas en avoir peur. Alors, la protection de la nature. Le monarque français s'est rendu au sommet du Mont Blanc, enfin pas au sommet tout à fait, il a été dans la vallée de Chamonix pour nous dire « la mer de glace se meurt ». Bah oui, la mer de glace se meurt, la température monte de 2 ou 3 degrés depuis 50 ans et les glaciers fondent. C'est une banalité, tout le monde le sait, le GIEC fait des rapports là-dessus et les réactionnaires ne supportent pas qu'une jeune fille de 17 ans le dénonce. Mais c'est un fait, une donnée scientifique. Que faut-il faire face à cette situation ? Eh bien, soyons très concrets. Pour protéger la nature, la biodiversité, c'est-à-dire la faune, la flore, les équilibres naturels, les milieux naturels, et faire que la planète ne devienne pas un désert artificialisé, il y a 3 éléments concrets que je souhaiterais proposer à un monarque éclairé. S'il y en avait un, mais pour le moment, il ne l'est pas trop. Alors, ce que je proposerais, c'est d'abord l'abolition de la chasse. Pourquoi ? Parce que la chasse, c'est la guerre faite à la faune sauvage qui implique la destruction de cette faune et son artificialisation, c'est-à-dire des lâchers massifs de sangliers ou de cochons-gliers. Vous savez que c'est un grand prétexte du lobby de la chasse, dire si on n'était pas là, on ne pourrait pas réguler les espèces et vous seriez dévorés par les sangliers qui viendraient attaquer les grands-mères dans les escaliers du métro. Un individu a été condamné par les tribunaux correctionnels il y a quelques jours, en Ardèche, à 4 000 € d'amende pour les lâchers clandestins de sangliers. Et on sait très bien qu'il y en a des quantités, rares sont ceux qui se font prendre, mais la chasse n'est pas la solution, la chasse c'est le problème. Et plus il y a de chasse, plus il y a de problèmes liés aux sangliers. Donc la chasse est un problème, il faut l'abolir, la chasse loisir doit être abolie. Premier point. Je ne vais pas insister là-dessus, vous le savez, et la plupart de mes amis lecteurs et auditeurs et résistants sont opposés à ce loisir de mort. Autre idée importante, il faudrait limiter, voire interdire, l'usage des insecticides. Je ne dis pas de tous les intrants en agriculture, qui fait l'ange fait la bête et qui demande le maximalisme, ne demande rien. Mais moi, je vais dire qu'il faut surtout interdire les insecticides. Pourquoi ? Parce que ce sont les insecticides qui ont fait disparaître 80% des insectes en Europe, et les insectes, eh bien, ce sont les oiseaux, les amphibiens, beaucoup de mammifères, ce sont les équilibres de la nature. Vous connaissez la chaîne alimentaire, il suffit d'avoir été au collège pour savoir que ça existe, et que dans la nature, il y a une chaîne alimentaire, et qu'à la base de cette chaîne, il y a les insectes. Si les insectes disparaissent, toute la chaîne s'écroule, et la nature se meurt. Or, pour faire de l'argent, des firmes
vendent des poisons redoutables à l'agriculture, qui sont d'ailleurs nocifs pour la santé humaine. Donc, il faut faire la guerre aux pesticides, aux insecticides notamment, n'en déplaise à la FNSEA, qui bien sûr est tout à fait pour. Comme je l'ai dit, un jour il faudra un procès de Nuremberg de ceux qui ont empoisonné la planète, qui ont détruit la biodiversité et qui ont favorisé le développement des cancers, comme c'est le cas aux Antilles avec le chlordécone. Troisième idée, pour protéger la nature, c'est pas de disserter au niveau international et de faire de grands colloques et de grandes phrases comme le font les décideurs qui sont des hypocrites, qui servent les entreprises, le libéralisme économique incompatible avec l'écologie, puisque une entreprise n'a qu'un but, faire des profits à tout prix. Bon, donc ce qu'il faudrait également, c'est mettre un moratoire sur les infrastructures. Actuellement, tous les jours en France, des centaines d'hectares disparaissent sous le bitume, le béton, l'artificialisation pour le profit de quelques-uns. Et là, vous avez ces élus locaux. Ah, le zélu local. Ouais, s'il y avait une espèce nuisible, je dirais que c'est souvent le zélu local. Les élus locaux sont des gens qui sont enclavés. Ils sont très enclavés dans leur esprit, et un maire, un conseiller territorial, va nous dire « Mon canton, ma commune ne doit pas devenir une réserve d'Indiens, il faut se développer, il me faut ma petite déviation de quelques kilomètres pour faire le tour de mon bourg. » Eh bien attendez, vous les écolos, vous êtes marrants, mais c'est quand même pas ma petite déviation, ma petite zone industrielle, mon petit lotissement qui va compromettre la vie sur Terre et qui va altérer et le climat et la biodiversité. Oui, le problème, c'est que sur la Terre, il y a 7 milliards 500 millions d'humains qui raisonnent comme ça. Et ça, c'est le problème. Il n'y a pas un maire ou un conseiller territorial qui n'a pas envie de sa petite déviation. Oh, pas grand-chose, fait une petite route de plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, mais c'est le raisonnement de la cellule cancéreuse. La cellule cancéreuse, elle envahit l'organisme jusqu'à le détruire. Eh bien, ces hommes-là, qui sont des hommes enclavés, qui sont des élus locaux, ne pensent qu'à cela, qu'à couler du béton, à couler du bitume, en disant « mais laissez-nous faire une petite réalisation comme celle-là, c'est vraiment pas ça qui va compromettre les grands objectifs que nous approuvons par ailleurs, parce que c'est vrai, tout le monde jure sur la main, sur le cœur, qu'il faut sauver l'Amazonie, qu'il faut sauver la forêt du Congo, qu'il faut préserver la planète, que les pôles ne doivent plus fondre, etc. Mais notre petite déviation, eh bien non, il faut un moratoire là-dessus. Alors ça ne veut pas dire que je veux condamner au chômage tous les spéculateurs des travaux publics. Il y a assez de routes à entretenir, voire à améliorer, à couper des virages, à faire que le revêtement soit meilleur, etc. Il y a des zones où on peut détruire ce qui avait été construit et qui était devenu vétuste ou malsain et rétablir des habitats plus confortables, plus modernes, plus adaptés justement aux défis climatiques. On peut continuer à couler du béton et du bitume, mais là où il y en a déjà, mais faire un moratoire absolu sur les infrastructures nouvelles, en dire non, il faut maintenant préserver les espaces naturels. Donc, pour protéger la nature, 3 éléments: interdire la chasse-loisir, interdire ou limiter les insecticides et faire un moratoire sur ces infrastructures qui, en fait, bien souvent, ne sont que des spéculations pour permettre à des petits copains, tout simplement, de palper de l'argent public en créant un rond-point ici, une déviation là, alors qu'on pourrait très très bien s'en passer et que la planète s'en porterait beaucoup mieux, parce que c'est en bétonnant et en bétonnant partout que finalement on compromet la viabilité même de la Terre. Ça, c'est la protection de la nature. Et la culture dans tout ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il faut être contre la croissance, contre le progrès, contre l'innovation? Je ne le crois pas, vous savez. Comme je vous l'ai souvent dit, l'âge d'or n'est pas dans le passé. L'étude de l'histoire nous enlève la vie, l'envie de le revivre. Qui a envie de revivre au Moyen-Âge, du temps de la peste noire, du temps du choléra, du temps des guerres interminables? Toutes ces saignées du passé, tout cet obscurantisme, tout cet arbitraire qu'il y avait autrefois, on s'en est débarrassé, il y a eu des progrès. Aujourd'hui,
les jeunes gens ne meurent plus de phtisie galopante. On n'attrape plus la typhoïde quand on va boire de l'eau dans nos campagnes. La diphtérie ne tue plus les enfants. Le tétanos est presque vaincu. La variole a disparu de la surface de la Terre. Oui, on ne meurt plus en bas âge. Il y a eu des progrès. Faut-il s'en désoler? Non. Car une innovation est bonne. Un progrès est un progrès lorsqu'il fait reculer la souffrance et la mort. Et si demain, la science, la raison, permettait de vaincre des maux, comme le cancer, comme l'altération vasculaire, comme le vieillissement neurologique, toutes les démences, les leucoarioses qui affectent les gens à un certain âge, si on pouvait vaincre tout cela, on ferait reculer la souffrance et la mort comme nos prédécesseurs l'ont fait au XIXe et au début du XXe siècle, à l'égard notamment des maladies infectieuses que l'on a presque vaincues. Voilà. Qu'on a en tout cas bien éradiquées par rapport à ce que ces maladies généraient comme souffrance. Alors, face à ces innovations, vous avez des gens qui ont peur. Des gens qui ont peur et qui parlent de transhumanisme. En disant, l'homme est tellement un animal magnifique, c'est tellement un être superbe, tellement admirable, qu'il ne faut surtout pas chercher à l'améliorer, à l'augmenter, comme ils disent. Absurde. C'est absurde. Je me souviens de mon ami Théodore Monod qui m'avait demandé, m'avait conseillé de lire un petit livre que je vous conseille de lire, qui n'est pas un livre qui tombe des mains, qui n'est pas un livre à semencer, un petit roman, d'un auteur anglais. Moi je ne suis pas un fan de tout ce qui vient des pays anglo-saxons nécessairement, bien que je préfère la philosophie anglaise à celle de l'Allemagne, qui est beaucoup moins, la philosophie anglaise est beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus liée au fait que le ciel des idées cher aux Allemands. Bon, alors j'en reviens à cet auteur qui s'appelle Roy Lewis. Roy Lewis a écrit il y a une soixantaine d'années un petit livre qui s'appelle « Pourquoi j'ai mangé mon père ». Pourquoi j'ai mangé mon père. Et lisez ce livre si vous en avez le temps et si vous aimez encore lire, parce qu'il ne vous tombera pas des mains. Et c'est un petit roman qui se passe dans la préhistoire et qui oppose deux hommes de la préhistoire, hein, il y a peut-être 80 000 ans ou 100 000 ans ou même plus, entre un homme qui veut utiliser le feu, qui a inventé le feu, alors en tout cas la domestication du feu, et son frère qui lui dit back to the trees, retourne dans les arbres, retourne dans les arbres. Et finalement, ce vieux débat, on l'a toujours, vous savez. Quand on a découvert le feu, on a pu chauffer la demeure des hommes et on a pu faire cuire les aliments. Oui, mais on a pu aussi créer des bûchers pour brûler les sorcières et faire de l'écobuage pour brûler la nature. Donc l'homme peut utiliser le feu pour le bien ou le mal. Quand on a découvert l'électricité, ça a permis de découvrir la TSF, le réfrigérateur, l'aspirateur, les lampes, mais ça a aussi créé la chaise électrique. Quand on a découvert la dynamite, on a pu creuser des chemins, creuser des puits, creuser des routes, planter certains arbres, tout ça en creusant des trous importants. Mais on a pu aussi faire des arbres redoutables. Bon, toute innovation, si vous voulez, doit être appréciée à l'usage que l'on en fait. Une chose n'est ni bonne ni mauvaise en elle-même. C'est ni bon ni mauvais. Ce qui importe, c'est ce que l'on fait. Vous avez un couteau. Avec un couteau, vous pouvez couper de la nourriture. Vous pouvez tuer quelqu'un. Eh bien, c'est vrai avec les innovations les plus performantes. L'homme peut demain créer des éléments nouveaux, en biologie, en médecine, en physique, en chimie, qui soient prodigieux et qui permettent de faire reculer la souffrance et la mort, et qui en cela sont des bonnes choses. Moi, je ne suis pas contre ce qu'ils appellent le transhumanisme, qui n'est ni plus ni moins que le progrès des sciences et des techniques. Il n'y a pas de transhumanisme. Si demain on peut guérir le cancer du pancréas, tant mieux. Tant mieux. Si demain on peut éviter que quelqu'un voit sa mémoire décliner parce que ses neurones seront intoxiqués par une protéine tau, qui est une protéine toxique, ça n'a rien de magique, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est de la science. Et tant mieux, cette personne-là ne souffrira pas, son entourage ne souffrira pas, ceux qui l'aiment ne la verront pas décliner, avec tout ce que ça implique, comme souffrance morale et physique. Ça, si c'est ça le transhumanisme. L'autre jour, j'entendais
un philosophe que j'aime bien au demeurant, se lamenter sur le fait qu'on puisse utiliser la PMA, par exemple, pour les femmes de même sexe, dire, bah, oui, ça participe du transhumanisme. Non, l'homme a des techniques, il les utilise. S'il les utilise pour le bonheur des gens, pourquoi s'en effrayer? Parce que ce n'était pas comme ça hier. Mais hier, il ne faut pas avoir le culte d'hier. Il faut avoir le culte de la vie. C'est ça qui est important. La vie. Vous savez, la vie est apparue sur Terre et la vie veut la vie. La vie veut la vie. Si vous étudiez par exemple des bactéries, des amibes, dans un milieu de culture, si ce sont des amibes qui sont aérobies, qui aiment l'oxygène, elles vont aller dans le milieu de culture là où il y a de l'oxygène. Parce qu'elles veulent la vie. Un animal qui est poursuivi par un prédateur ou par un danger va fuir. Pourquoi? Parce qu'il est programmé pour vivre. Nous sommes programmés pour vivre. Et l'homme est programmé pour vivre. Il a d'ailleurs pour cela inventé les religions qui lui permettent de ne pas mourir. Hein? La promesse des religions monothéistes, c'est tu ne mourras pas, ou du moins, la mort n'est qu'un passage. Tu auras la vie éternelle, il y a même la résurrection des corps, c'est formidable, hein? Ou tu auras 66 vierges au paradis si tu as tué quelques mécréants. Ça, c'est ce qu'enseigne certains monothéismes. Voilà. De toute façon, la vie veut la vie. Et moi, j'allais dire, il ne faut pas, à notre époque où la raison commence à peine, d'une manière balbutiante, à faire la loi, il ne faut pas négliger cette possibilité que nous offre l'évolution pour sauver la vie. Mais la vie est en effet incompatible avec certains systèmes économiques, et notamment le système dit libéral, parce que le système libéral repose sur un dogme, non pas le progrès, mais le profit. Le profit. C'est-à-dire qu'une firme doit rechercher le profit. Par exemple, si une firme fabrique des téléphones portables, il faut que dans l'année ou l'année qui suit, elle trouve un gadget de plus à ajouter à son téléphone portable. Si elle ne le trouve pas, c'est le concurrent qui va le trouver, elle va disparaître. Hein? Et une entreprise privée n'a absolument pas pour but de créer des richesses ou de créer des emplois ou de protéger l'environnement. Bien sûr, elle va faire comment ils appellent ça, du greenwashing, comme on dit en anglais. Greenwashing. Ceux qui parlent anglais, ils disent ça. Maintenant, il faut parler anglais pour être moderne. Tout simplement, c'est peindre en vert les bretelles d'autoroute. Hein, c'est ça. Le libéralisme économique, M. Macron est en train d'essayer de nous peindre en vert les portes de la banque, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, enfin bon, une banque, qui était la sienne. Voilà, il faut que la finance soit verte. Mais la finance se fout bien pas mal, et du social, et de la protection du vivant, et de la protection de la nature. Ce que veut une firme, c'est évidemment faire des profits. Si elle n'en fait pas, elle disparaît. C'est la logique même du système. D'où la nécessité d'avoir une économie planifiée pour que les citoyens, le peuple, vous, repreniez le pouvoir sur les entreprises et orienter le progrès vers le bien, c'est-à-dire vers la vie. La vie d'abord. Voilà mes amis résistants. Alors, je vous remercie de bien vouloir faire connaître notre chaîne. Vous y abonnez si vous voulez bien. Abonnez-vous à cette chaîne et je vous donne rendez-vous, si vous le voulez bien, la semaine prochaine pour de nouvelles idées, pour de nouvelles aventures. Merci de réfléchir à tout ça, d'approuver quand vous le pouvez ou quand vous le voulez, aussi de critiquer, parce que c'est de cette confrontation des idées que naît la lumière. À bientôt mes amis résistants.